Alors, Monsieur Darnal, en dehors de la Covid-19, la Guyane, il y a peut-être une situation économique et sociale aussi qui est pas extraordinaire. Est-ce que la Covid-19 a accéléré le fossé justement, a creusé la pauvreté? Est-ce que le chômage s'est accru justement à cause de la Covid-19? Mais certainement, moi, je n'ai pas encore de retour particulier là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la misère ne cesse de s'accroître en Guyane. Il y a de plus en plus de gens qui vivent dans la misère. Je dis bien la misère, pas simplement la pauvreté. Et Mhm. c'est quand même ahurissant au pays des droits de l'homme, puisqu'on nous dit qu'on est français, mais on est vraiment des Français laissés pour compte. Et moi, en tous les cas, je ne me considère pas comme français. Et je me bats pour que mes compatriotes puissent vivre beaucoup plus décemment et D'accord. depuis longtemps. Parce que c'est insupportable de voir qu'aujourd'hui, des enfants ne mangent pas à leur faim tous les jours. Et pour être éducateur sportif, je peux vous dire que j'en côtoie tous les jours des enfants qui ne peuvent pas déjeuner correctement, qui ne peuvent pas dîner correctement, qui n'ont pas de petit déjeuner la plupart du temps et qui sont. On en est à ce point-là. Guyane, il y a Kourou, on lance des fusées régulièrement dans l'espace et à côté, on a des enfants qui n'arrivent pas à manger le matin. Mais quand M. Mitterrand, qui était président de la République française, était venu en Guyane, il avait trouvé ahurissant qu'on lance des fusées à côté de bidonvilles. Parce qu'à Kourou, où il lance des fusées, il y a un gros bidonville. Et il disait lui-même qu'il faudra que ça s'arrête. Mais faudrait de constater que plus de 20 ans après, les bidonvilles sont encore là et ils n'ont cessé de grandir. Ils n'ont cessé de grandir. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui ne mangent pas à leur faim et qui ne peuvent pas faire leur devoir avec de l'électricité. Ils font leur devoir le soir avec des bougies. Donc, ça montre bien le degré de. Alors, il y a des gens qui vivent décemment, qui sont bien lotis, on ne va pas dire le contraire, mais la grande majorité de la population est dans une situation de misère, de pauvreté. D'accord. Donc voilà, donc un peu le tiers-monde dans un département français. Voilà. Et je pourrais facilement, aux journalistes qui voudraient visiter ces bidonvilles, les faire visiter. Et D'accord. Ben pourtant de l'Hexagone, c'est pas ce que l'on pense, c'est pas ce que l'on voit non plus. On sait que la Guyane, c'est regorge de richesses et entre les orpailleurs, entre l'or, entre toutes les matières premières qu'on veut exploiter, la basse Kourou qui génère quand même beaucoup d'argent. Euh, on est un peu surpris de savoir qu'il y a cette espèce de disparité dans la population entre parce les. qu'on veut la cacher, cette disparité. Vous parlez de l'or. Qui bénéficie de l'orpaillage? Alors, vous avez l'orpaillage clandestin sur les Garines Perros, qui pillent l'or dans la forêt guyanaise de manière libre. Ils ne sont pas embêtés, ou de temps en temps, on fait une opération soi-disant harpie pour faire croire qu'on a arrêté quelques orpailleurs clandestins, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Vous avez quelques multinationales qui essaient de s'implanter pour piller l'or. En quoi ça allait retomber pour la population guyanaise? Le Voilà. Donc, spatial, le spatial aujourd'hui, c'est à peu près 1000 salariés, dont plus de 50% viennent de l'extérieur. Quelles sont les retombées encore pour la population guyanaise? d'accord. Et en plus de ça, Kourou, c'est une ville dans la ville, quoi. C'est-à-dire que tout est organisé aux alentours. Il n'y a pas de mélange entre Bon, les populations. je ne vais pas être aussi catégorique que ça aujourd'hui, puisqu'on va dire que ça a évolué un petit Ça peu, a évolué? tous les mouvements qu'il y a eu dans les années 90 et début 2000. Donc les choses ont un petit peu évolué. Mais les gens qui arrivent de l'extérieur sont les mieux lotis. Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre correctement, alors que la population guyanaise est laissée pour compte. Et vous pensez que si vous êtes indépendant, vous vous en sortirez mieux? Ben déjà, vous avez dit vous-même que la Guyane, c'est un pays qui regorge de ressources naturelles. C'est un pays riche en ressources naturelles.
Ces ressources aujourd'hui ne sont pas exploitées. C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi l'État français refuse d'exploiter ses ressources naturelles? C'est parce qu'il est conscient d'une chose, c'est que ces ressources naturelles pourraient permettre à la Guyane de se développer et donner aux Guyanais l'espoir d'un avenir meilleur en prenant leurs choses en main, les choses en main. Donc, voilà, c'est la première question qu'il faut se poser. Pourquoi, avec autant de ressources naturelles, sommes-nous un des pays les plus pauvres de la région? D'accord. Et vous, c'est quoi votre sentiment? Votre sentiment, la population aspire à cette indépendance ou La population, elle vit aujourd'hui d'allocations sociales. non? Elle est sous perfusion. Voilà, elle est sous perfusion. Elle touche la CAF, elle touche ceci, elle touche cela, le RSA et toutes ces allocations qui lui font dire, bon ben, autant rester avec ça que ne rien avoir parce qu'on lui fait prendre des vessies pour des lanternes. Le ventre à moitié rempli. Le ventre à moitié rempli, comme vous dites. Donc, si demain, effectivement, il y a un véritable développement économique, les gens se rendront compte qu'ils peuvent prendre leur destin en main. D'accord. Et vous voulez prendre votre destin en main avec votre organisation, vous militez un petit peu pour ça aussi. Nous, on se bat pour que les Guyanais puissent avoir le droit de choisir ce qu'ils veulent pour leur pays. Le développement économique qu'ils souhaitent. Ce qui a été acté en 2017. En 2017, ce n'était pas mon organisation. En 2017, c'était la grande majorité de la population qui est descendue dans la rue, qui a exigé un certain nombre de choses qui ont été actées. Et tout ce qui a été acté en 2017, aujourd'hui, n'a pas été réalisé parce que l'État français n'a pas tenu ses engagements. Je vous rappelle quand même que l'accord qui a été signé avec l'État en 2017 a été publié au journal officiel de la France. Ça veut dire que c'est un engagement pris par la France de développer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, tout ça n'a pas été fait. Monsieur Macron, quand il arrive au pouvoir, il n'honore pas l'engagement de son prédécesseur. Et ça, c'est grave. C'est grave. Et après, on s'étonne que les jeunes se révoltent. Parce que ce sont les jeunes aujourd'hui, que ce soit en Guyane. Les 500 frères en Martinique, je ne parle pas des 500 frères, je parle des jeunes, les 500 frères, pas spécialement jeunes. Les jeunes, que ce soit en Guyane, Martinique ou en Guadeloupe, quand on observe, parce que ce sont des phénomènes quasi identiques, ce sont les jeunes aujourd'hui qui en ont marre d'être délaissés pour compte, qui montent au créneau. On a parlé à un certain moment et peut-être on s'arrêtera là puisque vous m'aviez dit qu'une petite demi-heure, là, ça fait un petit moment, c'est un peu plus. En tout cas, j'ai plaisir à vous écouter. Hein. Peut-être que vous reviendrez nous voir pour développer certains sujets. On a parlé à un certain moment d'une fédération entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, que ça pourrait être une solution de gestion d'avoir un État fédéral composé de ces trois départements. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? C'est la première fois que j'en entends parler, donc c'est pour ça que je vous dis, vous me posez une question piège parce que je ne me suis jamais penché sur la question. J'ai de très bons échanges avec des amis guadeloupéens et mes amis martiniquais qui militent dans le même sens, mais cette question n'a jamais été abordée. Donc, et pourtant, c'est une question qui était à un très haut niveau. Hein. Je ne me rappelle plus exactement qui ont été à l'initiative de cette pensée-là, mais on disait qu'on pourrait, à partir de Martinique, Guadeloupe, Guyane, avoir une espèce d'État fédéral qui pourrait s'organiser, qui pourrait développer une économie. Des échanges entre eux, entre pays, hein, aussi, et ça pourrait être assez efficace. En tous les cas, moi, je n'ai jamais entendu parler en ces termes. Il y a une vingtaine d'années, il est vrai que les présidents des trois régions avaient échangé sur des moyens économiques à se partager. Mais bon, aller jusqu'à un État fédéral, je n'avais jamais entendu parler. Voilà, ben, on développera ça la prochaine fois. Comme ça, j'aurai tous les éléments et on pourra en discuter. En tout cas, Monsieur Darnal, j'ai été ravi de vous recevoir. Voilà, donc ça a été calme en douceur. On a fait ça tranquillement parce que je vous ai vu dernièrement sur un média
sur un autre média où c'était très très chaud et finalement vous êtes quelqu'un de tempéré, de calme. Oui, non, mais je suis calme. Mais quand il faut hausser le ton, je sais hausser le ton aussi. En tout cas, on a apprécié cet échange. Et est-ce que vous voulez dire une dernière chose concernant le vaccin et une position ferme, qu'on vous comprenne bien, comme on dit, on le redira pas deux fois. Alors on vous laisse le mot. Ben, moi, je pense que vos auditeurs, ils ont très bien compris mon message. C'est que je ne Oui, suis pas contre le vaccin pour être contre le vaccin. Et je dis très clairement que ce vaccin n'est pas encore un vaccin abouti, qu'on ne peut pas être sûr de son efficacité, contrairement à ce qu'avancent nos gouvernants. Il est à sa deuxième phase de test, et si j'ai bien suivi les choses, la deuxième phase de test se terminera en 2023. Donc, voilà. aujourd'hui, on est des cobayes. Et donc, il ne faut pas accepter d'être des cobayes. Comment ils disent, ils ont une formule qu'ils utilisent, le facteur bénéfice-risque. Moi, je ne suis pas convaincu qu'on puisse prendre autant de risques pour préserver sa santé. La santé, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Il faut peser le pour et le contre de manière très sérieuse avant de s'aventurer avec des nouvelles médications. Voilà. Alors, nous, ce qu'on voulait, c'était vous entendre, avoir votre avis sur cette question-là. On l'a eu. On a été très heureux de passer ces 50 minutes avec vous. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi, hein, c'est ça chez vous, une bonne fin d'après-midi. Et on espère vous retrouver prochainement sur notre antenne pour discuter d'autres sujets socio-économiques. Voilà, ce serait avec grand plaisir. Passez une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci, Monsieur Lebeau.